C'est les bibliothécaires. Bibliothécaires. Donc, bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez là. Oui, Hassan, oui, on t'entend très bien. Ok, Bonjour tout le monde. parfait. Bonjour. Bonjour Hassan, bonjour, on t'entend très bien. Ok, parfait. Donc, avant de démarrer, je vais devoir vous expliquer un peu les règles, quelques règles élémentaires. Donc, il faudra que tout le monde coupe son micro d'abord. Donc, vous pouvez couper vos micros puisque vous ne parlez pas pour le moment. Comme ça va permettre à tout le monde de pouvoir entendre très bien. Et pour ceux qui utilisent Zoom pour la première fois, donc vous avez une partie conversée en bas de votre écran. Donc là-bas, si vous utilisez un ordinateur, bien sûr, vous pouvez envoyer des messages, voilà, chatter. S'il y a des questions au cours de la présentation également, vous pouvez poser vos questions directement là-bas. Je rappelle également que nous sommes en direct aussi sur Facebook. Donc il y en a qui nous suivent également sur Facebook. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez également poser vos questions dans la partie discussion du live. Donc bonjour à tout le monde, rebonjour et merci. Bienvenue à tout le monde de notre deuxième webinaire qui aujourd'hui on va parler sur les bibliothèques et le contexte du Covid-2019. Et comme invité, nous avons la responsable de la médiathèque de l'Institut français de Dakar, Madame Nogoy Diop, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui et qui va nous parler de ce sujet et surtout de la médiathèque de l'Institut français, comment il fonctionne à cette période de la pandémie. Donc, pour la présentation, Nogoy aura 30 à 40 minutes de présentation. Et après sa présentation, on aura les contributions des participants. Et si vous avez également des questions ou bien des contributions à faire, ce sera l'occasion de le faire. Donc, cette partie va durer 20 à 25 minutes maximum. Donc, on aura 1 heure, 10 minutes pour ce webinaire. Donc, je donne la parole à Nogoy. Donc, avant cela, je rappelle également que cette initiative-là, donc, il est venu de 3 collègues, de moi-même Hassan Fall et de notre collègue Bassirou Diagne, qui est actuellement en France, et de Amadou Sis, qui est le directeur du centre culturel de Sébikotane. Donc, merci. Nogoy, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Alors, bonjour chers collègues. Je suis très contente d'être parmi vous dans cette salle. Permettez-moi d'abord de remercier ceux qui sont à l'initiative de cette rencontre, Hassan, Bassirou et Amadou. Je suis très honorée d'être parmi vous en tant que collègue pour partager l'expérience de l'Institut français en cette période de maladie de Covid-19, mais également pour partager avec vous, surtout même, des préoccupations, comment on appelle ça, un regard que je porte sur la situation actuelle, des préoccupations par rapport à ce que les bibliothèques devaient être et qu'elles ne sont pas, etc. Donc, c'est un questionnement, surtout que je vais partager avec vous. On a l'habitude de voir, je vais vous préparer, on a l'habitude de voir dans les webinaires des partages d'écran, des recommandations et autres. Aujourd'hui, je ne ferai pas de recommandations. C'est un appel à la réflexion que je vais faire. C'est un appel, c'est un point de vue que je vais partager. C'est un appel à aller vers un lendemain meilleur pour les bibliothèques africaines, mais surtout pour les bibliothèques sénégalaises. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais faire.
c'est vrai, je vais y revenir. Lorsqu'on m'a demandé, Hassan m'a appelé la semaine dernière pour me demander de participer à cela. Donc, j'ai tout de suite dit oui. J'ai tout de suite dit oui parce que je me disais que j'allais faire un état des lieux de ce qui a été fait par les collègues, par l'Institut français du Sénégal. Donc, c'était tâche facile pour moi. Donc, j'allais le faire de manière parce qu'il fallait faire un état des lieux, essayer de faire. Mais quand j'ai commencé à écrire, je me suis vite ressaisie. Je me suis ressaisie parce que il y a la question du à qui ça va servir et ressurgit. Je vais faire un état des lieux de ce qui s'est fait, mais ça va servir à quoi? Et tout de suite, je me suis dit, ça ne va pas aider les collègues. Parce que ce qu'on fait, c'est du déjà vu, c'est du déjà fait. En plus, sur le terrain, au niveau du Sénégal, l'Institut français fait partie des rares bibliothèques. Donc, faire un listing d'activités qu'on fait, est-ce que ça peut réellement servir à des collègues? Donc, je me suis retenue, vite ressaisie, et j'ai dit, bon, je vais essayer de me questionner. Et c'est ces questions-là que je vais partager avec les collègues. Alors, mon propos, je l'ai articulé autour de 3 points. Autour de 3 points, c'est d'abord revenir sur la notion de bibliothèque. Qu'est-ce qu'une bibliothèque? C'est important à l'heure où on parle. Ensuite, poser la question de l'entre-soi même. On parle d'entre-soi, entre 2 personnes, mais l'entre-soi même, l'individu par rapport à lui-même. Donc, je me mets à la place de l'usager, à la place du public qu'on vise. Et en 3e lieu, me mettre à la place de cet usager-là va me permettre de voir le rôle que je peux jouer en tant que bibliothécaire, en tant que bibliothèque, dans sa façon, dans son développement, sa façon de l'amener vers un lendemain meilleur. Donc, c'est ces 3 points-là que je voulais partager avec vous. À l'école des bibliothécaires, on nous a dit on nous a toujours dit la bibliothèque, c'est une salle. Donc, c'est une salle avec des collections. Au fil des années, nous avons assisté, voire participé, nous, acteurs bibliothécaires, à la mutation de cette salle avec des ambitions dictées par le développement socio-économique et culturel du monde, mais également par l'évolution continue de la posture de l'usager autour duquel était centré ce nouveau service. Dans les années 70, certaines bibliothèques, on faisait, comme on appelle ça, il y avait la restriction. Les usagers n'avaient pas accès aux collections. Donc, je viens, je consulte le fichier, je dis au bibliothécaire ce que je veux, et c'est le bibliothécaire qui va aller chercher le livre pour moi. À un moment donné, ça a changé. On a mis l'accès libre, donc c'était l'accès indirect, ce qu'on appelait l'accès indirect. Après, il y a eu l'accès direct. Je pouvais aller consulter les fichiers, aller moi-même choisir mes livres, peut-être tomber sur un autre. Donc, la chose a changé. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on pouvait mieux faire parce qu'il y avait énormément de collections qui n'étaient pas consultées. Donc, il fallait, au-delà de cet accès direct, faire de la médiation, apporter une plus-value à cette collection-là pour permettre à l'usager de mieux entrer dans les fonds. Donc, d'où cette mutation dont je parle. Le bibliothécaire, dans ce contexte, devient un artisan ou un médecin, comme le dit Calange. Calange le dit, il est appelé à diagnostiquer, à identifier les anomalies de ceux qui fréquentent cette salle-là. Donc, Hassan vient dans ma médiathèque, Hassan, il vient avec des besoins, je vais identifier ses besoins, je vais analyser les besoins de Hassan, etc., pour entrer en communion avec Hassan. Je vais essayer de trouver des remèdes pour guérir les maux avec lesquels, entendons des mots ici, besoins, avec lesquels Hassan
est venue, mais grâce à mon fonds, grâce à mes collections, grâce surtout, retenez ce mot, à mes services. C'est important le mot service. D'ailleurs, dans la communication des bibliothèques, l'on nous apprend qu'il faut s'attendre à 3 types de clients. C'est une leçon que j'ai retenue de je ne sais plus quel professeur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a guidée tout le long de mon parcours, en fait, de bibliothécaire. Et je le dis tout le temps aux collègues qui sont dans la salle, que je remercie au passage Fatima, Essenam, Joséphine, Bakary et Yahya. On nous dit il y a des usagers qui viennent avec des besoins qui sont clairs et qu'ils expriment facilement. Il y a des usagers qui viennent avec des besoins, mais les besoins, ils ne savent pas comment les formuler. Mais il y en a qui viennent aussi, ils viennent comme ça par hasard, ils ont des besoins, ils ne savent pas comment, ou ils n'ont même pas de besoin, ils viennent pour la forme parce qu'il faut aller à la bibliothèque. Donc, on a ces 3. En période normale, nous avons tous fonctionné avec cela. Et notre force résidait dans le fait qu'ils nous trouvaient dans un terrain conquis. On est des gestionnaires de la bibliothèque, on a une certaine maîtrise de nos lieux, de nos collections, etc. Donc, on est maître. L'espace bibliothèque. Malgré cette force de frappe, nos bibliothèques médiathèques ont perdu beaucoup d'allure au fil des années. Ça, il faut le reconnaître, c'est un constat. Les gens ont déserté, que ce soit en Europe, comme en Afrique, en Asie, etc. Les gens, à un moment donné, ont déserté les bibliothèques. Pourquoi? On y reviendra. Mais on a remarqué en face de cette situation qu'il y avait de nouveaux centres d'intérêt qui se sont créés et ont pris une nouvelle dimension, obligeant nos usagers, nos anciens usagers, à d'autres explorations. Ça veut dire, nous, ce qu'on avait, ce qu'on gardait jalousement à un moment donné, nous ont échappé. Parce que l'offre était beaucoup plus croustillante, si vous me permettez cette expression, ailleurs. Pour faire revenir cet usager, la notion de 3e lieu a été créée, avec beaucoup d'ambiguïté. On se targue de dire, oui, l'Institut français, c'est une bibliothèque 3e lieu. Mais qu'est-ce qu'une bibliothèque 3e lieu? C'est très ambigu pour nous-mêmes qui sortons cette expression à tort et à travers, c'est ambigu, tant bien que mal, on essaie de mettre des services, on essaie d'améliorer, on essaie de changer un peu le fonctionnement classique, mais c'est encore ambigu. Et on a vu qu'il y a énormément de gens même qui se sont attaqués à cette notion de bibliothèque 3e lieu, notamment Calange, pour défendre le numérique, pour dire qu'on n'a plus le droit, les bibliothécaires n'ont plus le droit, au XXIe siècle, de restreindre la bibliothèque à une salle, d'obliger les gens de se dire une bibliothèque n'est bibliothèque que parce qu'il y a des gens qui s'y déambulent, qu'il y a des gens qui sont en contact, etc. Donc, les gens ont dit non, il faut revoir la notion de bibliothèque parce qu'il n'est plus ça, on est au XXIe siècle, il y a énormément de choses qui ont bougé, il faut changer, etc. Un autre constat, c'est la démocratisation du savoir via Internet. Nous amène à nous poser la question de savoir comment les bibliothèques pouvaient lutter pour obliger les usagers à les fréquenter. Tout est gratuit, tout est accessible. J'ai le libre loisir d'aller chercher mes trucs qui sont référencés, peut-être en vrac, mais quand même, il y en a qui sont référencés tout. Pourquoi aller à la bibliothèque tout le temps, alors que ce que je vais aller trouver à la bibliothèque, je peux l'avoir gratuitement sur Internet? Un autre problème. Seulement, ce nouveau type de bibliothèque demande des compétences qui s'érigent contre la fixité la fixité, et tout cela aiguillonné et mené par un usager qui, au gré de ses besoins ou de ses envies, commande la machine. Ça veut dire que nous, on n'est plus maître du jeu. À un moment donné, je disais dans la salle, on était maître. La donne a changé. C'est l'usager maintenant qui est maître du jeu. Ce qui nous amène au deuxième point. L'entre-soi. Ça veut dire moi par rapport à moi-même, ou l'être et ses besoins. Hassan et ses besoins, Bassirou et ses besoins, Amadou et ses besoins, Bassirou face à Bassirou, Hassan face à Hassan et Amadou face à Amadou.
comme on dit en Wolof, ku nekk ak sa bopp sa ruq mën a kan. C'est important. Traduisez pour les collègues qui ne comprennent pas le Wolof. Comme je disais, chaque être a comme motivation première de s'accomplir intellectuellement, spirituellement, moralement ou encore socialement. Dans notre trajectoire vers cet accomplissement, nous passons tous par des émotions. On doute de soi et des autres. On a peur de quelque chose. On s'ennuie face à des situations. On a peur de l'échec, etc. Chaque étape de notre vie appelle un de ces sentiments, ce qui peut nous pousser, nous renfermer sur nous-mêmes et ne pas intégrer la volonté ou la proposition des autres dans notre choix. J'en arrive à la maladie. Quand la maladie a commencé à gagner du terrain, la première chose à laquelle on a pensé a été de ne pas l'attraper, puis à faire des stocks de vivres pour ceux qui ont les moyens de le faire, pensant à la période de confinement, etc. Dans cette préparation, pour être honnête, personne n'a pensé à l'autre dans un premier temps. Comprenez par personne l'individu ou la famille. La seule information qui tenait la route devait graviter autour de cette maladie. Et là encore, qui détenait ces informations? Il a fallu un temps d'accalmie, de réflexion pour penser aux autres besoins de la courbe, voire renouer le lien social, partager nos sentiments et être force de proposition. Ce comportement de l'être ne pourrait ni devrait être puni, car c'est mon droit de m'extraire de propositions sociétales en période de crise, afin de sauver ma peau. Je peux me passer de tout artifice, de bibliothèque, pour vivre en vase clos, car le seul mot qui compte et qui vaille en période de crise, c'est vivre. Arrive ensuite la période de ressaisissement, où penser à l'autre redevient actualité, où les besoins que j'avais refoulés refont surface, notamment me documenter utile ou plaisir. Donc, la bibliothèque revient dans ma préoccupation. Et là, la société renaît en moi, parce que j'avais oublié la société. C'est mon droit, parce que je suis face à un danger. En moi, et la nécessité de m'accomplir refait surface. Et n'oublions pas, les bibliothèques font partie dans la courbe de Maslow de cet accomplissement-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'action de la bibliothèque n'a de sens qu'à ce moment précis où l'individu accepte de revenir dans la course, dans le comment de vivre ensemble. Dès lors, la question qui se pose est la suivante: quel rôle devrait-on avoir en tant que bibliothèque ou bibliothécaire à ce moment précis? Vous comprenez là que j'amorce la troisième partie de ma réflexion. Dès lors, on est sortis de notre stupeur, de notre peur, de notre crainte, de nos trucs. On s'est tous rués vers les outils digitaux. Parce que là, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, je ne parle pas des autres. Je parle de la situation de notre pays, je parle de l'Afrique. On s'est tous rués vers les outils digitaux, les contenus en ligne, pour dévoiler nos compétences en occultant le fait qu'on pouvait être silencieux. Et là, on sait, c'est par rapport aux bibliothèques. Je parle des bibliothécaires et des bibliothèques. On pouvait être silencieux pour mieux nous reconstruire. Parce que comme on dit en Wolof, la maladie est arrivée sans crier gare. On pensait que c'était une maladie des riches, qu'on n'allait pas, que ça n'allait pas arriver dans notre pays. C'est arrivé et la maladie a vite progressé. Donc, les bibliothèques ont essayé de faire des choses, mais elles n'étaient pas obligées de faire des choses.
Parce que être silencieux aussi, c'est faire une chose. D'ailleurs, pourquoi pas le silence? Et qui nous en tiendrait rigueur, sinon nous-mêmes? Surgit une question. Notre rôle était-ce d'apporter une réponse à tous les besoins de la société sous le choc? Comment devrait-on se positionner en tant que bibliothécaire de valeur dans ce contexte? Bibliothèque de valeur. En Afrique, nos bibliothèques occupent une place controversée, mitigée, du fait qu'on manque de politiques claires et efficientes. Dans un tel contexte, se fixer des règles et contribuer au débat public devient improbable. Retenez le mot improbable. L'erreur que nous avons tous commise était de se limiter aux services classiques qu'on offrait en temps normal, l'heure du compte, atelier do it yourself, lecture, je parle de l'Institut français bien sûr, etc. En oubliant que le temps ne s'appréhendait plus au collectif, mais à l'individuel. C'est important, ce qui revient les besoins primaires. Autre erreur, c'est de n'avoir pas pris en compte l'espace social de cet individu, son espace et sa culture numérique. On n'a pas fait attention à ça. Bref, sa relation avec cette nouvelle offre que nous lui avons proposée gratuitement. En tant que bibliothécaire, notre intention de faire doit être toujours liée à un problème pour révéler en nous un pragmatisme réel. Avant de faire, on doit cerner la chose, on doit avoir les tenants et les aboutissants et non pas aller avec la masse. Dans le contexte actuel, cette question que je me pose, a-t-on un rôle à jouer? Pourrions-nous servir à quelque chose, contribuer à l'éradication de la maladie ou tout simplement amener le public à surmonter cette crise? C'est quoi notre rôle réel dans cette crise? En salle, je parle en période normale où les gens venaient nous voir dans nos médiathèques, nous avions une certaine maîtrise de nos usagers, car on règne en maître dans cet espace connu qu'on a entre nos mains. Dès lors, notre offre sort de cette sphère bien cloisonnée. On ne gère plus les usagers, mais un public, pour ne pas dire des publics. Dès lors que les médiathèques ont été fermées, les gens sont partis. Il y a un rapport indirect qui est là entre les bibliothécaires et le public ou entre les bibliothécaires et les publics. Donc, c'est une autre façon de voir, c'est une autre manière d'appréhender les choses, c'est une autre façon de procéder qui s'impose à nous. Parlons justement de ce public ou de ces publics qui, on le sait tous, est hétéroclite en termes de profil, de vécu, mais également de besoins. Ce qui veut dire que paradoxalement, toute offre doit relever de la satisfaction individuelle et non sociétale. Quand Fatima, Bakary, SNM et Yahya et Joséphine me proposent des choses, ils ne vont pas proposer à toute la société. Je me mets devant cet ordinateur, je consulte les outils digitaux, la page Facebook de l'Institut français. Je ne m'attends pas à une satisfaction collective, ça ne m'intéresse pas. Je m'attends à une satisfaction individuelle. Fatima, Bakary, Yahya, SNM et autres, quand ils faisaient ces propositions, est-ce qu'ils avaient pensé à moi ou ils avaient pensé au collectif? Le collectif ne m'intéresse pas parce que je suis seule dans mon espace privé. Ce qui veut dire paradoxalement que toute offre doit relever de la satisfaction individuelle et non sociétale. Mon offre bibliothécaire n'est adaptée que lorsque j'aurai réussi la somme des singularités pour proposer un collectif singulier. C'est très difficile, mais aussi c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Prendre en charge l'individuel dans le collectif pour avoir une proposition individuelle, collective et singulière. Peut-être on arrivera à trouver un mot à mettre sur ce concept-là.
ce qui n'est pas facile à tous les coups. Et ça, vous en conviendrez avec moi. Quelle attitude donc la bibliothèque doit-elle prendre? À mon avis, et ça c'est mon avis, il ne s'agit pas de se positionner si l'on n'a pas toutes les cartes en main. Ça ne sert à rien. C'est du temps perdu parce qu'on n'a rien à prouver. On doit observer l'ensemble des propositions à travers le monde. Là, on sort de notre sphère, on sort de l'Afrique parce qu'il faut s'inspirer aussi des autres. Enracinement et ouverture, si, comment dire, on peut l'appeler ainsi, s'en inspirer pour innover. Parce qu'il faut qu'on innove, il faut qu'on reprenne en main nos bibliothèques, il faut qu'on reconsidère notre façon de faire, il faut qu'on reconsidère les services qu'on rend. Il faut apprendre à être impactant, car cette crise, tout le monde, dans cette crise, et ça vous l'avez constaté avec nous, tout le monde est chercheur, tout le monde est expert et tout le monde est contributeur. Combien d'informations, la masse d'informations qu'on reçoit au quotidien, est-ce que tout ça, nous, en tant que bibliothécaires, nous-mêmes, nous n'arrivons pas à absorber cette masse d'informations, à plus forte raison, ceux vers qui cette information-là doit aller in fine. Parce que nous, on nous dit qu'on traite l'information. Donc, nous qui recevons cette information, nous, les traitants, les médecins, les chercheurs, si on n'arrive pas à comment dire, contrôler cette information-là, comment les autres pourront le faire? Ils pourraient le faire plutôt. Par ailleurs, il faut savoir que nous sommes plus seuls à collecter. On n'est plus seuls sur ce terrain-là. Traiter et diffuser l'information, d'où la nécessité de dessiner une nouvelle identité. Et ça, c'est mon avis, en prenant en compte les artifices qui gravitent autour de nous en tant que passeurs. Nous sommes des passeurs. Nous sommes des passeurs d'informations. Savoir identifier et user de notre valeur ajoutée dans le but de construire des biens communs. On sait que dans nos structures, en tout cas à l'Institut français, on a la chance de cohabiter avec d'autres corps de métier. On a la chance de cohabiter avec des gens qui s'occupent des arts visuels. On a la chance de cohabiter avec des gens qui s'occupent du cinéma. On a la chance, on a la chance, on a la chance. Quand je dis Institut français, je parle des alliances aussi parce qu'il y a les alliances qui sont dans la salle aujourd'hui. Donc, je parle pour tout le monde parce qu'on a la même programmation et on a une même dynamique. Donc, on a cette chance d'avoir ces gens autour de nous. Donc, il faudrait qu'on s'inspire de leurs pratiques. Il faut qu'on s'entoure d'eux pour revoir notre façon de fonctionner, mais pour revoir aussi l'offre de services, et c'est important. La fermeture des bibliothèques entraîne la fin de la circulation des hommes et des femmes qui constituaient nos interlocuteurs. Elle remet en cause la relation espace et public, la relation à l'autre et instaure un espace restreint où l'accès est privé. Dans ce cas, la volonté du bibliothécaire est de déporter les collections et services dans chaque salon, mais pourvu qu'il ait les autorisations, et avoir cette autorisation suppose un rapport de confiance entre le public visé et le bibliothécaire. Un sentiment de confiance qui pousse le public à rendre public son espace public privé avec le bibliothécaire. Quand on me propose des services, je peux prendre comme je peux ne pas prendre. Actuellement, vous êtes dans des espaces privés. Donc, je vous reçois à l'Institut français, mais vous me recevez chez vous. Certainement, il y en a qui sont, qui sont connectés depuis la maison, s'ils ne sont pas au bureau, etc. Donc, je pénètre dans votre intimité. Je pénètre dans votre intimité. Et vous aussi, je vous autorise à aller dans mon intimité. Dans ce cas, autre constat aussi, beaucoup de bibliothécaires ont fait des vidéos dans leur maison. Ça, c'est pour venir renforcer ce que je viens de dire. Leur maison, salon,
avec des fois un décor derrière assez cocasse. Dans cette situation, le public est souvent distrait par l'arrière-plan et ne se concentre plus sur le message envoyé. Beaucoup de plateformes ont rendu leur contenu accessible le temps de la crise, sans pour autant l'accompagner d'une stratégie de médiation. Ce qui rend difficile les usages pour les non-initiés. Il faut savoir que tant que les gens sont à l'intérieur de nos médiathèques, on peut faire de la médiation, on peut créer une situation, y remédier, etc. Mais dès lors que ces gens ne sont plus avec nous, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'il y a des besoins qui sont là, il y a des blocages qui sont là, et nous, on ne peut pas tout le temps être avec eux. Donc, dans cette situation, il faut faire le maximum pour, en tout cas, être le plus clair possible et tout. Et des fois, on n'a pas le temps pour le faire. On n'a pas le temps de le faire, ou bien même, on ne pense pas à tout cela. Il faut, pour votre information, et je sais que vous le savez déjà, il y a la BNF qui a ouvert énormément de ressources. Il y a le réseau, comme on appelle ça, le réseau de l'Institut français, la plateforme de l'Institut français Culture Tech qui a été ouverte jusqu'en fin mai, donc c'est bientôt fini. Mais il y a aussi Kern Info. Kern Info, je parle de ce qui nous concerne, des ressources, en tout cas, qu'on a pu mettre à la disposition de nos publics, de Kern Info avec un abonnement, mais qui a ouvert les ressources pour tous ceux qui sont abonnés chez eux. Des initiatives aussi ont été prises par des collègues qui proposent des milliers, pour ne pas dire millions de ressources, mais fournies en vrac, sans spécifier le public visé, rendant ainsi abstrait l'usage. Et ça, je le décris un tout petit peu. Quand on met à disposition des ressources, il faudrait un minimum de hiérarchisation. Parce que c'est bien, c'est louable, l'action est louable. Mais il faudrait aussi, en tant que bibliothécaire, que je fasse plus que ça, mieux que ça. Parce qu'on ne m'attend pas sur le basique, mais on m'attend sur le détaillé, on m'attend sur le spécifique. Et chaque individu a besoin de spécifique, donc, et de spécificité aussi. Donc ça, il faut le savoir. Je dresse là un bilan mitigé, mais je suis consciente de l'effort des collègues bibliothécaires. Rien que le fait de se réunir là ce matin, et on l'a déjà fait, ça va continuer, ça montre qu'on a envie de, ça montre qu'on veut aller au-delà de ce qui se fait, on veut avancer dans notre métier, on veut mieux faire. Je pense qu'on fait partie des corps de métier qui se sont le plus mobilisés, non pas pour solliciter, parce que ça, on l'a vu, mais pour offrir. Et rien que pour cela, tout le mérite nous revient. Tout cela pour dire que cet événement devrait nous servir de leçon pour réfléchir à une offre multiface, une offre avec des variantes prenant en compte toutes les couches de la société, mais également rafraîchir nos connaissances. Cette situation donne aussi raison à ceux qui pensent qu'une bibliothèque, c'est moins les murs que les collections et les services, pourvu que ces derniers soient bien organisés, clairs, mais surtout utiles en tout temps pour l'utilisation finale. Reconsidérons, et ça je termine par là, reconsidérons notre rôle dans la société, nous bibliothécaires. Reprenons les choses en main. J'entends par là la formation à d'autres compétences, parce que ça devient incontournable, car être simple bibliothécaire ne suffit plus pour dompter l'imprévisible et l'inattendu comme le Covid-19. Je vous remercie. Donc, c'est ces quelques lignes, cette réflexion que j'ai faite depuis hier et que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup Nogaye pour cette brillante présentation, cette réflexion qui vraiment a été
grande ouverture, je pense, pour tout le monde, et qui va nous permettre en quelque sorte de pouvoir se projeter sur ce qu'est en fait nos bibliothèques, ce que doivent être nos bibliothèques dans cette période de pandémie, et ce que doit être surtout nos bibliothèques après cette crise sanitaire mondiale qui touche pratiquement toutes les bibliothèques du monde, et particulièrement les bibliothèques africaines, pour ne pas dire sénégalaises. Donc encore une fois, merci beaucoup pour cette présentation. Donc avant de donner la parole à chacun d'entre vous, donc je vais juste revenir sur certains points qui me semblent être très importants. Donc dans sa présentation, Nogueï est revenu surtout sur ce qu'est la bibliothèque, donc la définition que nous professionnels avons de la bibliothèque, mais ce qu'est la bibliothèque selon en fait les usagers. Donc ça également, ça a été un rappel qui nous a permis en fait de réfléchir un peu la mémoire sur ce qu'est en fait en réalité une bibliothèque, ce que nous considérons en fait comme étant une bibliothèque. Mais surtout, elle a parlé également de la situation au niveau de la médiathèque de l'Institut français, ce que la médiathèque fait, mais en collaboration avec les autres médiathèques et les autres alliances françaises de l'Institut français qui sont un peu partout dans le pays et dans les autres pays africains également. Et je pense que les autres collègues qui sont dans les autres médiathèques pourront revenir également eux sur ce qu'ils font dans cette période et comment ils trouvent en fait les bibliothèques dans cette période. Donc ça également, ça a été un point que Nogueï a souligné. Il a également posé beaucoup de questions. Il s'est posé beaucoup de questions, des questions par rapport à nous collègues, mais surtout des questions par rapport aux usagers, donc qui forcément ont leur mot à dire par rapport à cette situation-là que nous vivons. Donc là, il faudra comprendre que les bibliothèques, ce n'est pas uniquement en fait les professionnels, mais c'est bien sûr les professionnels qui travaillent, les médiateurs, mais sans les usagers, en fait, on ne peut pas parler de bibliothèque. Donc ça également, c'est très important. Et la relation que nous avons avec les usagers, c'est très important. Et cette période de crise-là, comment nous devons en fait nous comporter, comment nous devons faire pour continuer à servir ces usagers-là, pour continuer à être utiles, surtout dans la société. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Donc au niveau de l'Institut France de Dakar, peut-être eux, ils ont leur façon de le faire. Donc Nogueï est revenu sur ça. Il y a d'autres bibliothèques qui ont également leur manière de continuer à fonctionner dans cette période sanitaire. Donc pour rappel que l'IFLA, qui est l'association, la fédération des associations des bibliothèques au niveau international, il a écrit un article par rapport à ça qu'il a intitulé Covid-19 et les bibliothèques dans le monde. Donc cet article-là qu'on va partager après dans le chat sur Facebook, vous allez voir qu'en fait il y a beaucoup de choses que l'IFLA a pris d'avance par rapport à cette crise dès le début. Devant l'article date de mars ou avril, donc où l'IFLA en fait explique le fonctionnement, comment les bibliothèques doivent fonctionner dans cette période de crise, qu'est-ce que les bibliothèques doivent faire, est-ce que les bibliothèques doivent fermer, est-ce que les bibliothèques doivent continuer à s'ouvrir, voilà, pour rendre service aux usagers. Si les bibliothèques ferment, qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer l'ouverture des bibliothèques. Voilà, donc toutes ces questions-là, l'IFLA l'a traité dans cet article. Donc vous pouvez voir. Il y a également l'association africaine des bibliothèques qui a également joué un rôle important dans cela, surtout dans la sensibilisation. Eux, ils ont donné en fait des recommandations et des guides sur comment les bibliothèques, surtout les bibliothécaires africains, doivent participer à la sensibilisation par rapport au coronavirus. Et là, ils ont donné des exemples de bibliothèques africaines qui ont en fait qui ont joué un rôle important dans la sensibilisation, surtout des communautés, pour lutter contre la pandémie. Il y a aussi un article qui en fait revient sur
l'ouverture des bibliothèques après la pandémie, parce que vous savez qu'il y a des pays qui ont déjà commencé le déconfinement et les bibliothèques commencent à ouvrir à nouveau, mais avec un nombre limité. Donc il y a un outil qui a été développé en France qui permet de vous dire si vous avez tel type de bibliothèque, combien de personnes vous pouvez accueillir. Donc ça c'est très important, je pense. Donc c'est un outil qui se base sur la superficie de votre bibliothèque, le type de bibliothèque que vous avez, et à partir de là, si vous renseignez ces éléments-là, il peut vous donner en fait le nombre maximum de personnes que vous pouvez accueillir dans votre bibliothèque. Par exemple, moi j'ai fait le test ici pour notre bibliothèque à Lambaye. Donc nous, on accueillait en moyenne 100 personnes par jour. Et quand j'ai fait le test avec l'outil, donc il m'a indiqué quelque chose comme 47 personnes. Donc vous voyez, donc c'est plus de la moitié moins de la moitié de ce qu'on recevait, donc qui nous a indiqué. Donc chacun peut tester ça. Comme je l'ai dit, je vais après partager cet article également. Il y a un dernier article qui est également très intéressant, qui a été développé par l'IFLA aussi, mais qui explique en fait comment désinfecter les livres. Donc vous savez, ça c'est une problématique. Donc après la pandémie, il va falloir forcément pour certaines bibliothèques désinfecter les livres. Et puisque les livres sont très fragiles avec les liquides, donc l'IFLA a mis en place en fait des outils, un article avec des explications très détaillées sur comment vous devez désinfecter vos livres sans pour autant les détériorer. Donc ça c'est un article qui est vraiment intéressant et que nous allons aussi partager. Donc c'était ces articles-là que j'avais à énumérer, qui sont aujourd'hui des choses que peut-être tout le monde aura besoin, en tout cas ceux qui sont pour le moment en service dans les bibliothèques et qui concernent pratiquement toutes les bibliothèques, que ce soit des bibliothèques universitaires, des bibliothèques publiques ou bien des bibliothèques scolaires également ou communautaires. Donc je laisse la parole à chacun d'entre vous si vous avez des questions. Je pense qu'on a une question qui a été envoyée sur Facebook par notre collègue notre collègue Mamadou Dia, donc qui est revenu un peu sur ce que disait Nogay par rapport à ce sujet. Donc il avait posé la question à savoir pourquoi aller à la bibliothèque si on peut retrouver ce que nous cherchons sur Internet. Comment répondre à ce genre de réflexion qui nous est souvent posé. Donc ça, je pense que c'est un point que Nogay avait souligné. Si elle peut revenir sur ça avant que les autres prennent la parole. Nogay. Je vais revenir sur deux choses. La fermeture. J'ai bien aimé, merci pour les liens que tu m'as envoyés, Ifla. Quand j'ai lu ces liens, j'ai pas voulu, parce que c'est quelque chose qui est disponible, les collègues pourront les exploiter. J'ai pas voulu revenir sur ces différents liens-là, mais je me suis posé énormément de questions. Ils ont montré comment faire face à la maladie, mais malgré les mesures que l'IFLA avait préconisées avant, on a vu qu'il y a énormément de bibliothèques qui ont préféré fermer. Parce qu'en interne, on peut prendre des mesures. On peut prendre des mesures d'hygiène, on peut se tout, mais le mal peut venir de nous. Quand on a commencé les collègues, les collègues sont là, ils pourront prendre la parole après. J'ai rigolé à un moment donné parce que j'étais, en tant que responsable, tout le temps je valsais entre les collègues et la direction pour leur dire oui, on a pris les mesures d'hygiène, mais le danger vient de l'extérieur. Donc il faut fermer, il faut fermer, il faut fermer. Maintenant, il faut réouvrir. Est-ce que nous, les bibliothèques africaines, on a les moyens de nettoyer ces livres-là, surtout que nos livres, c'est toujours de vieux livres qu'on a, etc. Est-ce qu'on peut prendre, on a ce budget-là pour prendre en charge tous ces éléments, ces mesures sanitaires? On va le faire tant bien que mal, mais ça reste à voir. En tout cas, il faut être vigilant. On a fermé parce qu'on n'avait pas une certaine maîtrise de l'extérieur, etc. Pour revenir, pourquoi venir en bibliothèque
alors qu'on peut tout trouver sur Internet. Qu'est-ce qu'on trouve sur Internet? On trouve tout sur Internet, sauf que ce qu'on trouve n'est pas assez organisé. Sauf que le cadre convivial n'est pas sur Internet. Avec Internet, on est en face d'une machine. Et ça, je le dis pas à vous en tant que collègue, mais c'est un plaidoyer que je fais pour pousser nos enfants, pour amener aux enfants à revenir vers la lecture. Vous savez, actuellement, c'est un désastre. C'est un désastre de ne plus voir ces jeunes livres en main. C'est un désastre de croire, pour moi, de faire croire à ces jeunes-là que l'ordinateur est toujours le dernier recours. C'est pas ça. Au-delà de l'ordinateur, la façon d'utiliser un livre, c'est différent de la façon d'utiliser un ordinateur. Avec un livre, je peux revenir, je peux lire, revenir sur mes pas, essayer de repenser la pensée de l'autre, essayer de redéfinir les mots de l'autre, etc. Donc, pour moi, il y a beaucoup plus de convivialité en bibliothèque qu'en truc. Et en bibliothèque aussi, l'avantage, c'est que je peux partager. Je peux partager mes préoccupations, je peux partager mes craintes, je peux partager mon stress, etc. Parce que l'autre est là en face de moi. Pourvu maintenant que cet autre-là, le bibliothécaire, soit préparé pour accueillir cet usager-là. Parce qu'il y a des bibliothécaires qui restent, impassibles derrière leur comptoir, qui ne bougent pas, qui croient que tout, c'est parce qu'ils ont organisé leur collection qu'il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas une bibliothèque. À mon avis, il y a beaucoup de désertion de la bibliothèque parce que tout simplement, cette vie qu'elle devait être n'est plus sienne. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, si il y a d'autres collègues qui ont des questions, ils peuvent, s'il y a d'autres collègues qui ont des questions, ils peuvent les poser. Sinon, également, on salue la présence des collègues de la sous-région, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali qui sont présents dans la salle. Merci à vous de votre présence et j'espère que vous allez bientôt prendre la parole. Oui, Hassan, bonjour tout le monde. C'est Bassirou en fait. Je vais juste magnifier en tout cas la présentation de Nogueï. Une présentation très brillante qui amène des questionnements assez divers et qui nous permet en tout cas de cogiter en fait sur le rôle du bibliothécaire, de la bibliothèque et de son rôle dans un contexte particulier, c'est-à-dire le contexte de Covid-19. En tout cas, ça nous a permis de revoir la diversité des publics et la diversité des besoins. Donc, là, en fait, je vais parler de ce que j'ai retenu par rapport à la présentation de Nogueï, en me focalisant essentiellement sur son rôle dans le contexte actuel, en fait. Donc, on peut dire que là, Nogueï nous a parlé de l'offre de service qui est adaptée par rapport aux besoins nouveaux des usagers. Oui, je pense que c'est inéluctable dans ce contexte. Dans ce contexte où on a assisté à la naissance d'autres besoins. C'est-à-dire, là, l'usager ne peut pas forcément se déplacer dans la bibliothèque. Je veux dire la bibliothèque dans le sens traditionnel du terme. Là, il est obligé, en tout cas, il est invité, en tout cas, à se connecter pour pouvoir avoir accès à la documentation. Il y a également la notion de troisième lieu qui est, par exemple, qui est en tout cas devenu le cadre de vie et de fonctionnement des bibliothèques. Bon, bien entendu, avec le numérique qui a facilité la démocratisation des savoirs. On peut dire quand même que la bibliothèque, la bibliothèque, en tout cas, la notion de bibliothèque, c'est métamorphosé au fil du temps pour donner un cadre de vie et d'échange, en tout cas, entre les usagers. Pour revenir à la question au point, en tout cas, de Nogueï, l'emploi même, qui est très important, en tout cas, en bibliothèque. Donc, je voulais juste profiter de l'occasion pour magnifier, en tout cas, la brillante présentation de Nogueï, mais en profiter pour poser 3 questions, si vous me le permettez. Donc, Nogueï, je ne sais pas,
Mais j'aimerais quand même savoir, en fait, quelles sont les mesures qui ont été prises afin d'accompagner les publics dans cette période de Covid-19. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quel est le retour, quel retour vous avez eu des publics de la médiathèque suite à l'organisation d'activités en cette période? La troisième question, c'est quel est le taux de fréquentation de la médiathèque en cette période? Est-ce que vous avez fermé la bibliothèque ou vous continuez de recevoir du public? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bass, pour ces éléments de réponse et également pour la question. Donc, il y a 6 qui me rappellent également que le directeur de l'école des bibliothécaires archivistes et documentalistes du Sénégal, M. Moustapha Meng, est en train de nous suivre sur Facebook et nous recevons ses salutations. Donc, merci, monsieur le directeur. Donc, nous donnons la parole à Nogay pour les réponses. Alors, les mesures prises par l'Institut, comme je disais, la chance ou la malchance qu'on a, c'est qu'on n'est pas seul. L'Institut français, c'est un ensemble, donc je disais, voilà, c'est un lieu culturel où on a la médiathèque, mais on a d'autres services. Donc, à un moment donné, nous, comme on a le club des amis de la médiathèque, on a voulu aller en solo. Mais on a tout de suite été rappelé à l'ordre. On a tout de suite été appelé à l'ordre pour nous dire qu'il fallait une communication institutionnelle. Donc, il ne fallait pas une communication de la médiathèque en tant que telle, mais il fallait une communication de la structure de manière générale. Et qu'il fallait, comme c'est de la, comme on appelle ça, il y a l'ambassade derrière, il fallait que tout ce qu'on dit en tout cas entre en droite ligne avec ce que l'ambassade voulait dire, mais également entre en droite ligne avec la politique générale de l'État. Donc, d'où, voilà, on était très liés. Mais on a continué, ce qu'on a fait, c'est relayer les informations qu'on avait du ministère des autres artistes, mais également, on a envoyé à nos lecteurs, dès le début, on a envoyé à tous les lecteurs de la médiathèque un message pour leur dire, la médiathèque est fermée, mais on est toujours avec vous. La médiathèque est fermée, mais vous avez Culture Tech, notre bibliothèque numérique. La médiathèque est fermée, mais vous avez Kern Info, qu'on n'avait pas ouvert auparavant, mais qui est ouverte maintenant pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc, on a donné un numéro, Fatima était là, mais aussi on a créé un groupe WhatsApp. Et à partir de ce groupe WhatsApp, on fait, moi je suis très contente parce que je me dis, on est, comment dire, on travaille de manière extraordinaire tous les jours, on fait des propositions. On avait pris des livres, on avait acheté plus de 45 cartons de livres, on a amené toutes les factures à la maison, les gens ont fait le traitement via VPN, là aussi le service informatique. Donc pour nous, la médiathèque était fermée, mais le service continuait et jusqu'à présent, le service continue. Le matin, on démarre à 9h et on termine à 17h30, il me semble, ou 18h. Voilà, on libère le personnel. Donc, les mesures sont là, c'est accompagné via nos réseaux sociaux. Soyez prudents, mais en même temps, faire de la proposition culturelle, etc. Maintenant, le retour sur les activités. J'avoue que je suis très frustrée de l'usage de tout ce qu'on a proposé. Parce que, comme je l'ai dit, et ça je le comprends, peut-être que c'est la période de crise, on avait d'autres préoccupations que d'aller suivre un compte sur truc, d'aller voir Bakary faire une présentation, un agenda customisé, etc. Et j'ai lu un commentaire sur Facebook, quelqu'un qui disait, et je le prends avec beaucoup de sérieux, on est en période de crise, le culturel n'est pas, comment on appelle ça, comment il l'a dit, c'est pas notre préoccupation première. Et ça, je le prends. Je suis partie aussi sur, notre page Culture Tech. Et Culture Tech, l'utilisation, en tout cas, on a plus dans le réseau, combien d'usagers, mais la connexion par semaine hebdomadaire, c'est 87 personnes et encore quelle connexion c'est. Donc, les gens, vraiment, le service, moi, les résultats que j'attendais, je ne suis pas satisfaite de ces résultats-là.
Maintenant, c'est vrai qu'on commence à sortir un peu de la peur, comme j'ai dit, et on voit les statistiques monter. Attendons de voir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va réouvrir, mais là, je pense qu'il commence à... Voilà, le ciel commence à devenir un peu clair et sans être clair, parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi, les gens commencent à revenir à la réalité. Voilà. Okay. Donc, un bilan assez mitigé quand même pour répondre à ta question. Merci beaucoup Nogay pour ces éléments de réponse. Donc s'il y a d'autres collègues qui veulent prendre la parole, ils peuvent activer leur micro directement et parler. Sinon, ils peuvent également envoyer un message au niveau du chat et sur Facebook aussi. Vous pouvez envoyer vos messages au niveau de Facebook. Sinon, je voulais juste revenir sur un élément, ce qui est en fait les bibliothèques troisième lieu. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu en fait en relation avec la situation actuelle, parce que quand en fait on faisait la théorie de la bibliothèque troisième lieu, qui a commencé en fait aux États-Unis, certainement eux ils n'avaient pas pensé à la situation actuelle qui est en fait la pandémie, parce qu'en fait quand on parle de bibliothèque troisième lieu, on parle de socialisation. Quand on parle de socialisation, on parle de contact physique. Alors que cette période de pandémie-là, on évite en fait les contacts physiques. Donc c'est paradoxal. Donc juste pour cela montre en fait que les théories qu'on a aujourd'hui au niveau des bibliothèques, surtout la théorie de bibliothèque troisième lieu, qui est la théorie la plus actuelle, en fait n'est pas adéquat avec la situation actuelle. Donc cela nous pousse, nous en tant que professionnels, de penser à comment en fait on doit en fait réfléchir sur le fonctionnement des bibliothèques. Donc cette situation-là, c'est vrai que c'est une situation très compliquée, mais ça peut être en fait une situation, en fait une opportunité qu'on peut saisir pour réfléchir sur comment les bibliothèques doivent fonctionner si jamais en fait on ne le souhaite pas, mais demain si on doit revivre cette situation, comment les bibliothèques doivent fonctionner. Donc ça, je pense que c'est maintenant qu'on doit y penser pour réfléchir un peu et élargir en fait ce concept-là de bibliothèque troisième lieu. Je pense qu'il y a Joséphine qui demande la parole. Donc si vous m'entendez, vous pouvez activer votre micro. Avant que Joséphine ne prenne la parole, juste pour répondre, la bibliothèque troisième lieu, oui, mais dès lors que l'entrepreneuriat, parce que vous avez remarqué actuellement les startups commencent à intégrer les bibliothèques, qui dit start-up dit digitalisation. Donc, digitalisation, comment dire, qui dit troisième lieu dit digitalisation, etc. Donc, je pense que le terme commence à progresser. Maintenant, c'est à nous d'y mettre un contenu et essayer de valoriser ça. Excusez-moi, juste c'est ce que je voulais rajouter. Joséphine. Effectivement. Merci beaucoup, Nogay. Ok, Joséphine, vous avez la parole. Joséphine, si vous m'entendez, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Allô, Joséphine? Ah, d'accord. Donc, je pense qu'elle a un souci technique. Donc, s'il y a d'autres collègues qui ont d'autres questions, vous pouvez prendre la parole directement. J'aperçois Vincent qui est dans la salle, Gorsen, Yahya aussi, nos collègues de l'Alliance française. Il me semble qu'il y a SNAM qui voudrait prendre la parole. SNAM, oui. SNAM, vous avez la parole. D'accord, merci à vous, chers collègues, pour cette initiative. Et je félicite aussi Madame Diop, ma très chère responsable. Elle a fait un très bon travail, un très bel exposé. Et elle vient de soulever tout à l'heure une question par rapport au retour qu'elle a pu avoir de ce qu'on a pu faire pendant ce temps où on est à la maison. Mais la question que je voudrais alors lui poser par rapport à ça, est-ce que ces retours-là ne reflètent pas la place du culturel dans l'esprit de l'Africain? C'est-à-dire, est-ce que le fait que nous ayons voulu être proches d'eux en les aidant à s'évader pour ne pas trop penser à la situation actuelle et qu'eux, ils aient ce retour-là, est-ce que ça ne reflète pas ce que depuis longtemps, en fait, on a une bibliothèque, mais les gens n'ont pas forcément envie de venir vers la littérature
ou vers le culturel. C'est ça ma question. Ok, merci SNAM. Donc Nogay, vous avez la parole. Votre micro, Nogay, votre micro. Merci. Je pense que SNAM veut me taquiner, elle a déjà la réponse. Je ne dirais pas que l'Africain n'est pas adepte de culture, non. Parce que les films qu'on regarde à la télé, les sketchs, les productions, tout ça, ça fait partie de la culture. Maintenant, c'est la relation de l'Africain avec l'objet livre. C'est ça le problème. À un moment donné, comme je le disais, les Sénégalais, je ne vais pas partir dans des territoires inconnus, en tout cas, l'objet livre était au centre. Dans les années 60, par exemple, la bibliothèque de mon grand-père, ce qu'on appelait bibliothèque, même au niveau des salons, les gens étaient là et les gens se partageaient les livres. Maintenant, à un moment donné, il y a eu d'autres préoccupations, le numérique est arrivé et je pense que c'est peut-être que d'autres qui ont fait beaucoup plus de recherches sur ça pourront intervenir. En fait, on a raté en fait la rencontre du livre et du numérique, de l'outil digital. Je ne sais même pas si je devrais l'appeler le numérique. Je pense qu'il y a quelque part, il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas su maîtriser, qu'on n'a pas su dompter. C'est ça. Le livre n'est plus au centre des préoccupations, mais quand je parle de bibliothèque, je suis gênée de parler que de livres. C'est de l'information de manière générale, c'est tous les supports de manière générale. Il se passe quelque chose et on pourrait approfondir la recherche pour voir où le bas blesse. Merci beaucoup Nogay pour cette réponse. En fait, qui me fait en fait penser à la question de Jack qui disait en fait si en fait on peut trouver tout sur internet, à quoi servent les bibliothèques. Donc en fait je pense qu'il faudra comprendre que les bibliothèques ne sont pas uniquement des livres comme l'a souligné Nogay. Les bibliothèques c'est beaucoup plus que les livres. Et aujourd'hui quand Nogay parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat, de numérique, aujourd'hui en fait ça c'est des choses que les bibliothèques commencent à intégrer dans leur service. Je peux prendre en fait l'exemple d'une bibliothèque au Kenya que j'ai eu l'occasion de visiter. Et dans cette bibliothèque, eux, en fait, ils ne reçoivent pas n'importe quel usager. Ils ne reçoivent que des jeunes qui ont des projets. Donc, soit vous avez un projet, on vous accueille. Donc, c'est une sorte d'incubateur, mais en fait, qui est différent des incubateurs qu'on a ici au Sénégal, par exemple, comme Jokalabs, comme le lab de l'Institut français ou les autres labs qui sont au Sénégal. Parce qu'en fait, là-bas, ils font en fait de la formation sur l'entrepreneuriat à travers la bibliothèque, donc où il y a un coach qui vient, qui le forme sur comment entreprendre, comment développer son projet. Et à côté, il y a tous les outils qu'il faut, des bureaux et tout, pour leur permettre en fait de développer leur projet, de développer leur business. Et tout ça, ça se passe au niveau de la bibliothèque. Donc, pour dire qu'en fait, les bibliothèques aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des livres, il y a autre chose. Et les bibliothèques également aujourd'hui, c'est des outils. Je peux vous montrer un outil ici que nous avons développé. Excusez-moi. Donc je voulais juste vous montrer un outil que nous avons développé au niveau que nous avons fait au niveau de la bibliothèque de Lambaye Learning Center. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est en fait un robot qui en fait un outil qui permet de distribuer du gel automatique. Donc ça c'est un outil que nous avons développé ici et ça sont des enfants qui le font. Donc les enfants qui viennent pour la lecture, voilà. Donc c'est eux qui on les explique voilà comment ça va fonctionner. Donc ils assemblent tout ça et puis à côté on leur donne un ordinateur avec l'outil qu'ils développent en fait pour faire des automatismes avec ces outils-là. Donc ça, ces outils robotiques, donc tout ça, il y a des gens qui le font au niveau de leur bibliothèque. Je sais qu'au Sénégal, il y a d'autres bibliothèques qui le font, mais ce n'est pas encore trop développé. Mais c'était juste pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, il faudra en fait voir les bibliothèques au-delà des livres. Donc c'est ça qui va nous permettre, en fait, si quelqu'un nous dit
En fait, à quoi sert la bibliothèque si tu dois trouver tout sur Internet? Donc il faudra répondre que les bibliothèques, ce n'est pas uniquement des livres et qu'il y a des choses que vous pouvez trouver, que vous allez trouver nulle part ailleurs, que ce soit sur Internet, que ce soit sur d'autres espaces, vous ne pouvez les trouver uniquement dans une bibliothèque. Et ça, c'est très important. Donc s'il y a d'autres intervenants. Hassan, j'aimerais intervenir, c'est Elhadji Gora. Allez Gora, vous avez la parole. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier et à vous féliciter, vous les initiateurs de ce projet qui est très intéressant. Je félicite aussi Madame Diop pour sa bien présentation. Elle a apporté beaucoup d'éléments sur les bibliothèques. Maintenant, je pense que je vais aborder dans le même sens que toi, sur l'action des bibliothèques. Aujourd'hui, en fait, comme tu l'as dit, la bibliothèque n'est plus uniquement ce lieu où l'on va chercher des livres, de la documentation, en fait. La bibliothèque dépasse ce cadre. Maintenant, pour contextualiser l'action des bibliothèques en période de crise, comme la crise sanitaire que nous vivons actuellement, moi, au-delà de tout ce qu'a dit Madame Diop, je pense que la bibliothèque doit aussi s'adapter en fait à l'actualité de la crise. On ne peut pas dire qu'on est une bibliothèque à vocation culturelle ou scientifique ou je ne sais pas, économique, sociale, on se limite à ça en fait. Parce que la bibliothèque, par excellence, c'est un lieu de savoir. Maintenant, si on est en période de crise, une crise sanitaire comme le Covid-19, ce serait intéressant que la bibliothèque et ses acteurs s'adaptent à ce contexte en diffusant des informations, de la documentation, notamment tout ce qui concerne les mesures barrières, les résultats de la recherche, tout ça peut contribuer à sensibiliser les populations en fait. Ce que je veux dire en fait, que la bibliothèque ne doit pas se dire que moi je m'occupe de littérature, donc je m'arrête là. Mais puisque le contexte est spécifique, ce serait intéressant pour une bibliothèque culturelle de diffuser de l'information médicale, plus ou moins grand public, pour que les gens qui ne sont pas des experts, des médecins, puissent comprendre la maladie, puissent comprendre comment s'en protéger. C'est ça que je voulais compléter en fait. Ne pas se dire que moi je suis une bibliothèque de littérature, donc même si on est en temps de crise, je me limite à la littérature, non. Même si l'Institut français n'est pas une bibliothèque médicale par excellence, ce serait intéressant. Je cite juste l'Institut français à titre d'exemple, que dans ce contexte, ces bibliothèques aussi participent à l'effort de guerre en diffusant de l'information semi-spécialisée ou même spécialisée pour que les gens puissent comprendre la maladie, comment s'en protéger. Maintenant, pour en revenir au numérique, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, Mme Diop, elle a dit qu'on ne peut pas, je n'ai pas bien retenu sa phrase, mais elle semblait dire que sur Internet, on y trouve tout, certes, mais il ne faut pas oublier que les bibliothèques numériques aussi sont sur Internet. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, en fait, il n'y a pas une concurrence, en fait, entre les bibliothèques physiques et les bibliothèques numériques. Parce qu'il y a des bibliothèques qui sont à la fois physiques et numériques. Mieux, il y a quelqu'un qui n'est pas à Dakar ou qui n'est pas au Sénégal et qui peut être intéressé par des ressources documentaires qui sont à la bibliothèque de l'Institut français. Ce serait intéressant qu'il puisse accéder à la bibliothèque numérique. Donc, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de différence, en fait. Pour moi, la bibliothèque physique, la bibliothèque numérique est un prolongement de la bibliothèque physique, en fait. Donc, l'idée, c'est de ne pas circonscrire la bibliothèque entre des murs. Pour moi, et bibliothèque, tout lieu, tout espace, qu'elle soit virtuelle ou physique, où l'on peut trouver de l'information, de la documentation. Maintenant, en temps de crise, ce serait intéressant que ces bibliothèques montrent à la société qu'elles ne sont pas réservées à un public spécifique ou à des initiatives, en fait, qu'elles sont là, qu'elles s'adaptent, qu'elles participent à l'effort de guerre. C'est ça que je voulais ajouter. Merci Goro. Je pense qu'il y a Fatima et Mamadou Dia qui veulent prendre la parole, donc on donne la parole à Fatima d'abord. Fatima, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Voilà. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Nogay pour la belle présentation. Nous avons appris beaucoup de choses, comme d'habitude. Alors, juste pour rebondir un peu sur ce que tu as dit par rapport aux usagers, rien que ce matin, un usager m'a appelé pour me dire que oui, puisqu'il ne peut pas se balader entre les rayons de la médiathèque pour faire son dark core, comme on le dit,
Donc, du coup, il m'appelait juste comme ça. Donc, je lui demandais s'il a besoin de quelque chose, s'il a des soucis par rapport à Culture Tech ou autre chose. Donc, il me dit qu'actuellement, il ne peut pas utiliser les ressources de Culture Tech parce qu'à l'université, les cours ont arrêté. Donc, du coup, il ne trouve pas que c'est peut-être intéressant d'aller faire des recherches. Donc, il m'appelait juste pour savoir comment on va, comment nous, on pense, qu'est-ce qu'on pense de la situation actuelle du pays, de la pandémie et autres. Donc, d'où l'intérêt de ce que Nogay disait tout à l'heure par rapport aux bibliothécaires et au rôle du bibliothécaire, à quoi nous servons, et aussi par rapport à la formation, parce qu'il y a des choses que nous faisons, nous parlons avec les gens, nous les conseillons et autres, il y a des choses que nous faisons et qu'on n'a pas forcément appris à l'école. Donc, l'usager a actuellement cette inquiétude, puisqu'il avait l'habitude de venir à la médiathèque, de parler avec les bibliothécaires qui l'aident à trouver son besoin informationnel et tout. Actuellement, l'usager n'a pas accès au lieu physique. Donc, il nous parlait tout à l'heure de l'histoire de la salle, mais c'est toujours intéressant qu'il puisse avoir un canal où il puisse passer pour avoir toujours un rapport avec les bibliothécaires. Donc, comme elle a dit, chez nous, avec les SMS qu'on a eu à envoyer, le numéro de téléphone mis à leur disposition, et ainsi que les réseaux sociaux, donc ils peuvent toujours communiquer avec nous. Donc, en tout cas, cette situation nous a permis de découvrir de nouvelles choses et aussi beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées à sortir de cet entretien qu'on a eu avec Nogay, et de vraiment repenser notre rôle de bibliothécaire pour pouvoir mieux satisfaire nos usagers. Je vous remercie. Merci beaucoup Fatima pour cette belle intervention. Donc, c'est un plaisir de vous avoir également dans la salle. Donc, nous donnons la parole à M. Mamadou Dia. Dia, vous pouvez activer votre micro. Merci Alassane, cher modérateur. Et merci à sa modérateur. Merci à la présentatrice pour cette brillante présentation et pour les éclaircissements apportés par rapport à la question. Désolé parce que je n'ai pas pu tout suivre parce que je suis sur plusieurs choses à la fois. C'est un peu mal tombé de mon côté. Maintenant, nous, par rapport à notre rôle sur cette crise, je pense qu'on doit revoir la médiation en fait. Dans tous les domaines, vous voyez, il y a des initiatives qui sont prises, il y a des choses qui sont mises en œuvre, alors que le bibliothécaire ne doit pas être en reste par rapport à tout cela. Vous voyez. Par exemple, au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a quelqu'un qui parlait de la conférence qui se passait hier, où le docteur Pam était invité comme panéliste. Vous voyez. Ces genres d'initiatives génèrent des documents, des présentations. Il faut que le bibliothécaire soit mis en avant. Il faut que le CNDST ou bien la bibliothèque universitaire sont mises dans ces genres de communautés, dans ces genres de comités, d'observatoires pour pouvoir apporter leur partition. Parce qu'il y a l'après-Covid à prévoir ensuite, vous voyez, pour ne pas tomber dans ce qui est arrivé actuellement. Vous voyez, donc il faut que les gens gèrent toutes ces ressources-là pour une future pandémie. Je ne le sais pas maintenant, mais c'est quelque chose qui peut arriver, vous voyez. C'est non seulement de la veille, en plus de l'archivage et autres, mais c'est beaucoup plus de la gestion de l'information stratégique en fait. Vous voyez. Donc, on ne doit pas être en reste. Les médecins, c'est pareil. Il faut qu'on trouve toutes les ressources qui concernent la maladie, qui concernent les pandémies, etc., qui peuvent leur apporter des réponses à ces questions. Parce qu'actuellement, ils sont tous désemparés. Vous voyez. Pour le numérique aussi, c'est pareil. Là, il y a des éditeurs qui souvent nous bloquent, qui nous mettent la main, voilà quoi, le grappin dessus, qui nous fatiguent. Vous voyez. Quoi mettre en ligne? C'est cette limite qu'ont souvent les bibliothèques. Moi, je veux bien demain numériser toute ma bibliothèque, mais quelle œuvre dois-je mettre en ligne? Quelle œuvre ai-je le droit de mettre en ligne? Vous voyez, là aussi, il y a les éditeurs et il y a souvent aussi les auteurs qui sont derrière, qui bloquent. Vous voyez, parce qu'ils ont besoin d'argent, et voilà quoi, c'est compréhensible aussi. Donc, il y a toutes ces choses à prendre en compte. Et vraiment, je félicite l'initiative et vivement le 3e numéro. Merci. Merci beaucoup, M. Dia, pour cette intervention. Je rappelle également, il y a en fait notre chère Nafissatou Fall, qui est dans la salle, mais qui a intervenu sur Facebook
pour interpeller le directeur Moustapha Meng à ce qu'il intervienne pour en fait parler un peu du rôle des bibliothèques dans le prolongement en fait de l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur surtout, et essayer de voir comment en fait les bibliothèques peuvent accompagner l'État dans dans l'enseignement à distance. Donc je pense que les bibliothèques ont un grand rôle par rapport à ça. Si Nafi également peut intervenir, ce sera un grand plaisir pour nous. Sinon, pour Nogay, il y a une autre question qui dit qu'en fait, sur Facebook, est-ce que les bibliothèques ont un rôle, ont une mission sociale? Est-ce que les bibliothèques ont une mission sociale? Nogay, avant de répondre à cette question-là, je voulais juste répondre à Gora. Gora, je n'ai pas dit que l'Institut français ne faisait pas de la sensibilisation. On en a tellement fait que finalement, même en réunion de service, il y a certains collègues qui ont dit, est-ce que c'est pas de... Voilà, on en a trop fait peut-être, parce que ça fait peur, il fallait passer à autre chose, mais jusqu'à présent, on fait de la sensibilisation. Par contre, et ça je tiens à le souligner, comme je l'ai dit, il faut que le bibliothécaire accepte, on n'est pas, comment on appelle ça, on n'a pas le monopole du savoir, on a nos limites et il faut qu'on reconnaisse à certains moments ces limites-là. Ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on accepte de faire graviter autour de nous des gens, des hommes de science, ceux qui maîtrisent des données. Ce qu'on a essayé de faire à un moment donné, tout ce qui est animation par exemple, on est parti voir des scientifiques, en tout cas des gens qui sont censés se prononcer, qui sont autorisés à se prononcer sur la santé, sur la psychologie de l'enfant en période de crise dans le cadre de son apprentissage, etc. Et c'est ces gens-là qu'on a filmés. On est en train de monter plein de choses là pour montrer qu'aussi ça ne se limitait pas. Et tout ça, ça entre dans le cadre de la bibliothèque. Donc, on fait de la sensibilisation. Les livres qu'on met à disposition aussi, c'est des livres qui parlent de tout ça. Donc, et l'offre physique et l'offre numérique, nous, on l'appelle, c'est deux offres complémentaires. C'est comme ça même qu'on vend notre offre, l'abonnement à la médiathèque, c'est du 2 en 1. On dit culture tech et bibliothèque physique et bibliothèque numérique, du 2 en 1. Donc, on fait bien ça. Maintenant, est-ce que la bibliothèque joue un rôle social? Oui, la bibliothèque a toujours joué ce rôle social-là. Et c'est ce rôle social, en fait, qui nous réunit ce matin. C'est pour parler de ce que la bibliothèque doit faire et devrait faire en période de truc. Il n'y a rien n'est plus social que ce qu'on est en train de faire. C'est notre rôle de tous les jours. C'est ça qui nous permet de créer des animations. C'est ça qui nous permet de, samedi matin, au lieu de dormir, de prendre le relais des parents pour montrer que l'enfant aussi, ce qu'il apprend à l'école, on peut le faire autrement pour montrer que, oui, dans le livre, il y a du plaisir, il y a de l'utile et du plaisir. Je pense que le rôle social est au début comme à la fin. Et il ne faut pas oublier, dans les bibliothèques publiques, il y avait de l'information utile. J'avais besoin le numéro d'un médecin de la région, je pouvais l'avoir au niveau de la bibliothèque. J'avais besoin du numéro des sapeurs-pompiers, je pouvais l'avoir à la bibliothèque. J'avais besoin de certains documents de la mairie, je pouvais les avoir à la bibliothèque. Donc, c'est ce rôle social qui a été depuis le début des bibliothèques et qui continue de l'être. Donc, c'est extrêmement important. Et il faut, même si la bibliothèque migre de physique au numérique, il faut toujours prendre cet aspect-là en compte. Maintenant, comme Nafi, j'aurais bien aimé entendre M. Mbeng sur ça, parce que comme je dis, j'ai été formée à l'EBAD, je suis fière d'être un produit de l'EBAD. L'EBAD m'a énormément apporté, mais il est temps aussi que l'EBAD, intègre dans ses enseignements. Je sais que le programme a extrêmement changé et c'est bien, c'est une jeunesse maintenant qui est là, qui a envie d'eux, mais il faudrait aussi que nous autres aussi qui sommes de la vieille école, qu'on puisse avoir d'autres propositions et pourquoi pas rénover et encore rénover. Donc si on peut avoir M. Mbeng, ce serait top. Merci. Merci beaucoup. Goro, je reviens vers vous. Je voulais juste souligner quelque chose avant que l'on avance et rappeler également qu'il y a le temps qui nous joue pas à notre faveur. Donc je reviens vers vous. Donc je voulais juste en fait dire également que dans cette même dynamique, bien sûr,
qu'aujourd'hui, en fait, les bibliothèques, parce qu'en fait, il y a des gens qui nous suivent qui ne sont pas des professionnels, pour rappeler un peu le contexte, que les bibliothèques sont fermées. Les bibliothèques actuellement ne sont pas ouvertes au Sénégal, que ce soit au Sénégal, que ce soit dans les autres pays africains et au niveau mondial également, bien qu'en Europe, il y a certaines bibliothèques qui commencent à s'ouvrir. Mais aujourd'hui, les bibliothèques au Sénégal sont fermées et que nous sommes en train actuellement de parler du rôle des bibliothèques dans le contexte du Covid-2019 au Sénégal, donc qui concerne le Sénégal, même si il y a des collègues de la sous-région qui nous suivent. Je vois également qu'il y a notre collègue et notre ancien, M. Antoine Benoît Diouf, s'il pourra également prendre la parole, ce sera une bonne chose. Mais je voulais aussi rappeler que dans ce contexte, il y a revenu sur la question sociale. Il faudra dire que les bibliothèques, au-delà des missions, en fait, livres, accès à l'information, voilà, tout ça, ils participent à la sensibilisation, ils participent à la production d'outils de protection. Quand je parle d'outils de protection au niveau pour le Covid, que ce soit des masques, que ce soit des visières. Tout à l'heure, j'ai montré l'outil que nous avons développé ici au niveau de l'Ambaye Learning Center. Mais aussi, nous confectionnons des masques. En fait, des masques qu'on a confectionnés à partir des papiers hygiéniques, donc ces masques-là. Donc, nous avons confectionné ici. Parce qu'en fait, on a demandé à un médecin qui nous a dit qu'en fait, c'est possible d'avoir des masques avec du papier hygiénique, mais ces masques-là, leur durée de vie, c'est d'une journée, maximum de 2 jours. Donc, si vous devez le porter en fait toute la journée, donc vous pouvez l'utiliser, voilà, qu'un seul jour. Donc, ça, c'est des masques qu'on a fait ici. Donc, vous voyez, donc il marche très bien. Et c'est très facile, en fait, ça coûte pratiquement rien. Donc, on a juste acheté les élastiques ici au niveau de la mercerie et le papier également qu'on a acheté. Sinon, on a fait nos masques. On a également fait des visières. Donc, ces visières-là, on l'a fait dans le cadre de partenariat avec un collectif de makers, des informaticiens. Je montre comment marchent les visières. Donc, les visières, c'est comme ça. Donc souvent, ce sont les médecins qui portent ces visières-là. Mais il y a le grand public également qui peuvent porter ces visières. Donc c'est dans le cadre d'un collectif qui s'appelle 3D Covid-19 SN, donc qui regroupe des associations, des informaticiens, des Fab Labs au niveau Sénégal qui confectionnent. Donc l'idée pour nous, c'est de faire 20 000 visières. Donc 20 000 visières que nous allons distribuer au personnel soignant, les médecins. Donc on a commencé la distribution à l'hôpital de Fann, à l'hôpital principal également, à l'hôpital de Touba, Tambacounda. On a également distribué là-bas, à Thiès aussi. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, et là, je ne suis pas la seule bibliothèque, il y a également la bibliothèque de Wakam qui participe avec l'association CID qui font du travail sur la valorisation des sciences au niveau des jeunes. Donc pour dire qu'en fait les bibliothèques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas uniquement des livres, mais également c'est de la sensibilisation, mais aussi c'est de la production d'outils de protection dans la période du Covid-19. Donc je pense que c'est ce que je voulais dire. Donc je donne la parole à Elas Goressen d'abord, et puis on donne la parole à Yahya Gueye. Donc Gore, vous avez la parole. Hassan, désolé de rebondir, je ne vais pas être long, je vous assure en fait. Je reprécise juste ma pensée. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de sensibilisation, j'ai cité l'Institut français à titre d'exemple. Nogaï, je sais que vous faites un excellent travail de sensibilisation. D'ailleurs, je vous suis régulièrement sur votre page Facebook, la page de l'Institut. Maintenant, pour rebondir juste une minute sur ce qu'a dit le collègue Dia sur le rôle des bibliothèques dans l'enseignement, notamment en supérieur, ça, en fait, il faut que les bibliothèques, notamment les bibliothèques de recherche universitaire, fassent leur mutation. Moi, par exemple, il m'est arrivé de suivre une année un master de recherche entièrement à distance. Ça a été possible parce que j'avais accès à une bibliothèque numérique. Je ne me suis jamais déplacé à la fac. J'étais chez moi, je travaillais. Le week-end, le soir, je travaillais. J'avais des ressources, en fait. Et ça, je pense que c'est moi, personnellement, j'attends sur ce point. Le directeur de l'EBAT, Moustapha Meng, en fait, qui nous explique un peu comment ça se passe au niveau de l'EBAT et de l'université. Mais ça, c'est impératif, en fait. Il faut que les bibliothèques de recherche fassent leur transition numérique. C'est impératif. Parce qu'une crise comme celle que nous vivons, rien ne nous garantit qu'on n'aura pas dans 10 ans, dans 50 ans.
Voilà, je voulais juste faire cette précision et puis attendre le directeur de l'EVAD s'il peut intervenir sur cette question. Merci. Merci beaucoup, Gorsen. Donc, nous donnons la parole à Yahya. Yahya, vous pouvez activer votre micro. Yahya, vous pouvez activer votre micro, on ne vous entend pas. Bon, vous m'entendez, hein? Oui, c'est bon. Et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Hassan. Et merci beaucoup à Tata Nogueï pour l'intervention qui a été vraiment de très haute facture. Bon, je voudrais juste rebondir sur le rôle du bibliothécaire, surtout en cette période de crise sanitaire. Bon, je disais que depuis un certain temps, on a constaté un chamboulement dans le fonctionnement des bibliothèques ici au Sénégal. Et on peut dire qu'en temps normal, ce sont les usagers qui avaient l'habitude de venir fréquenter les bibliothèques. C'est vraiment le schéma classique qu'on a l'habitude de voir. Mais actuellement, en cette période de crise, je pense qu'il nous appartient, nous bibliothécaires, d'aller vers les usagers. En quoi faisant? En mettant en œuvre des initiatives nouvelles. Et nous devons également, je pense, faire preuve d'une certaine proactivité. Voilà. Nous devons plus rester là dans notre coin à attendre. Nous devons anticiper sur les potentiels besoins de nos usagers. Et pour terminer, bon, je réitère que je suis de ceux qui pensent que la crise sanitaire ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement de nos structures de commentaires. Voilà, merci beaucoup. Merci Yahya pour cette belle intervention. Donc il y a notre collègue de Saint-Louis, Pape Insa, qui demande la parole. Donc Insa, vous pouvez activer votre micro. Allô? Oui, on vous entend bien. Oui, bonjour à tous, bonjour chers collègues, bonjour Arnaud Gueye, merci beaucoup, merci Hassan aussi pour les interventions, ainsi que tous les collègues, les interventions que vous avez faites, qui sont d'une grande importance. Moi, je voulais juste revenir sur 3 points que Nogueï a développés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bibliothèque, l'emploi même, et la place de l'individu, mais surtout la place de l'individu. Tout le monde sait que notre plus belle collection, ce sont nos usagers. Mais à l'heure de la pandémie, beaucoup de questions se posent. Les gens se posent beaucoup de questions. L'information est-elle à la portée de ces usagers? Il est bon de savoir ou de tenir compte que certaines bibliothèques ne sont même pas aussi outillées aussi. C'est bien aussi de prendre l'exemple des instituts, des alliances ou bien des autres collègues qui ne sont pas ici présents mais qui ont des bibliothèques, c'est-à-dire les bibliothèques de quartier et ainsi de suite, qui ne sont pas à la portée des outils informatiques. Comment on peut faire aussi pour les aider, et aussi parce qu'eux aussi sont plus proches aussi du public aussi, qui sont aussi présents là-bas. Loin d'indexer personne aussi, ces bibliothèques aussi, moi je pense qu'il y a un rôle que l'ASBAT a échoué. Vraiment, ne s'est pas vraiment attelé là-dessus. Parce que tout au début de la pandémie, chaque bibliothèque avait un programme bien défini et tout était vraiment diversifié. Et si on avait l'ASBAT qui était présent, ou bien que l'association des bibliothèques était beaucoup plus organisée, je pense qu'on pouvait avoir touché beaucoup plus de public, parce que des programmes bien définis ont été vraiment soulevés, notamment les ateliers, ce que Hassan a développé tout à l'heure, c'est-à-dire les outils, des masques, les outils informatiques, ainsi que d'autres bibliothèques qui ont eu à faire des choses et qui n'ont pas été soulevées ici. Moi, je pense que ce serait quand même très bien, la discussion elle est bien,
mais ce serait très bien qu'au niveau aussi de l'EBAT, le directeur Moustapha Meng, que je salue de passage, qu'il essaie aussi de voir avec l'ASBAT comment on peut faire pour mutualiser toutes les demandes et avoir au moins un marketing de communication pour pouvoir toucher le maximum de public qu'il faut. C'est la place de l'individu qui est un point très essentiel que je voulais vraiment revenir et qu'on essaie de voir ensemble aussi comment on peut faire vraiment pour accéder à pour toucher à ce public. Et un autre point aussi que Nogué a touché tout à l'heure, qui est très important, c'est-à-dire qu'à la suite de la fermeture des lieux publics ainsi que les bibliothèques, l'Institut français a eu la possibilité de contacter directement le public, son public, pour essayer de voir comment il peut communiquer avec eux et leur faire savoir qu'il y a beaucoup de techniques, de possibilités pour qu'ils puissent accéder à l'information, notamment Culture Tech, CAN, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et si on avait, par exemple, cette association de bibliothèques et ASBAT, ce serait quand même, ça aurait pu être facilitateur pour chaque bibliothèque, ainsi que les bibliothèques de quartier, de pouvoir toucher, ou bien dans la sous-région, de pouvoir toucher leur public, les sensibiliser dans ce sens. Donc, c'était ça, c'était juste une contribution que je voulais amener, apporter. Merci à tous. Merci beaucoup, Pape Insa, pour cette intervention. Merci beaucoup. Et nous saluons également tous nos collègues qui sont à l'Institut français de Saint-Louis. Je pense à Adama et à Rokhaya aussi et les autres. Donc, il y a un de nos collègues qui a mis Del, je ne sais pas c'est qui, mais demandez la parole. Donc, vous pouvez activer votre micro. Del, vous pouvez activer votre micro. Sinon, également, il y a nos collègues de Bénin qui nous suivent et que nous saluons également. Donc, Del, vous pouvez activer votre micro. Del, je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, bon, Del n'a pas réagi, mais s'il y a d'autres... Oui, allez-y, oui, Nogué, oui. Tant que Del règle son problème, en fait, je voulais rebondir juste sur ce que venait de dire Insa. Moi, c'est quelque chose que en fait, je l'ai dit peut-être de manière inexplicite, c'est la question de savoir qui doit faire quoi dans ça. Parce qu'il y a aussi la politique générale, il y a la gestion, la politique des bibliothèques au niveau national. Ce n'est pas le rôle de l'ASBAT, ce n'est pas le rôle de l'EBAT. L'EBAT peut aider comment dire, les politiques publiques à former ces bibliothécaires-là, ces gestionnaires de ces centres de documentation. L'ASBAT peut aller chercher peut-être, comment dire, via ses partenaires, des collections, des fonds, ou bien en tout cas une formation ou autre chose pour venir équiper, que ce soit numérique ou physique, ces bibliothèques-là. Mais l'État aussi doit prendre ses responsabilités si vraiment on veut avoir, comment dire, un réseau de bibliothèques fiables et tout. Je sais que la direction du livre, je travaille avec eux, je suis en contact avec eux, fait un travail, comment dire, important. Ils sont en train, en tout cas, de changer un tout petit peu l'architecture, comment dire, de ces bibliothèques-là. Mais en tout cas, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Pour les bibliothèques publiques aussi, ces bibliothèques associatives aussi, il faudrait que les gens sachent que quand on s'engage dans un projet aussi, il faut bien le faire. Il faut pas attendre tout le temps qu'on vienne vous aider ou bien qu'on vous donne des stratégies de développement. Parce que c'est une bibliothèque qui est dans une communauté avec des besoins, une communauté avec comment dire, des personnes raisonnées et raisonnables qui ont des envies et qui peuvent eux-mêmes prendre ces envies-là. Je pense qu'il suffit juste de mettre ces outils à la disposition de ces communautés-là pour avoir un résultat qui parle. Mais ce qu'on remarque dans ces bibliothèques, quand on vient, c'est un lieu où les gens viennent, comment dire, les gens viennent prendre le thé, il faut et c'est regrettable. Tant qu'il n'y a pas un bailleur derrière la bibliothèque, et c'est ça qui me blesse tous les jours, je le dis aux collègues,
Tant qu'il n'y a pas un bailleur, on ne peut pas avoir une bibliothèque correcte au Sénégal. Il faut qu'il y ait un bailleur, il faut qu'il y ait un Français, un Américain ou autre qui viennent d'ailleurs pour donner des sous, pour qu'on respecte cette bibliothèque-là. Il faut que les gens soient entrepreneurs. Il faut que l'opposition est contre là. Et pour contribuer au développement de ce pays, il faut vraiment respecter ces bibliothèques. Je vous remercie. Merci beaucoup Nogay pour cette intervention qui est brillante. Donc je pense qu'il y a Del qui veut revenir. Donc Del, si vous nous entendez, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Bon, sinon je voulais juste revenir par rapport à l'intervention de INSA par rapport aux associations nationales qui sont au Sénégal qui peuvent en fait également participer à cette situation-là. Pour ce qui concerne l'ASBAT, que je connais beaucoup mieux, bon, en fait, je pense qu'en fait le président et le bureau également, ils étaient en train de discuter sur des sujets, sur des questions qui sont liées à ça. Et il y avait des actions qui ont été faites. Donc l'ASBAT avait en fait publié un article par rapport à ça qu'ils ont partagé sur les outils de communication à travers la newsletter par mail, également sur les réseaux sociaux. Mais je pense que INSA voulait avoir par exemple peut-être des initiatives beaucoup plus poussées. Je ne sais pas s'il y a des membres du bureau de l'ASBAT qui sont dans la salle pour intervenir par rapport à ça. Sinon, je pense que s'ils ne sont pas là, on peut parvenir le message. Et peut-être les autres associations-là, s'ils sont également dans la salle, ils peuvent intervenir par rapport à ça. Oui. Hassan, il y a Del qui voulait intervenir. Del, allez-y, oui. Si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. Del. Allô? Allô, oui, on vous entend, oui. En fait, c'est pas Del, bon, c'est Alassane Hassan. Alassane, d'accord. Donc, vous avez mis Del dans le nom. Donc, non, j'ai pas. Bon, je vous ai pris de court, je ne sais, j'ai pas. D'accord, ok, Alassane, donc vous avez la parole. C'est Alassane, le chef du Centre national des archives judiciaires. D'accord, Alassane, vous avez la parole. Merci Hassan. Bon, c'est pas Del, hein, je m'excuse une fois de plus. D'accord. Alors, c'était juste pour vous féliciter, vous remercier vraiment de l'initiative, hein, surtout en ce temps de COVID-19 que nous vivons. L'initiative est très excellente, très belle. J'en profite en même temps pour saluer notre présentatrice, Nogoy. C'est vrai que je ne la connais pas, mais j'avoue que je l'ai pris de court, je n'ai pas suivi sa présentation, mais d'après les interventions de part et d'autre, je vois que c'est intéressant. Et surtout vous, Hassan, bon, je vous connais personnellement, je vois ce que vous faites dans le milieu. Mais concernant le rôle social des bibliothèques, je dois dire tout simplement que la bibliothèque, son rôle, c'est de participer à la diffusion des idées, des pensées et du savoir surtout. Et du savoir. Et lorsque notre bibliothèque sert à transmettre le savoir à une personne, à un chercheur, je crois que déjà c'est une manière de contribuer socialement au développement de la personne humaine. Donc, et puis il y a cet aspect d'animation à travers ce que nous faisons très souvent, hein, les portes ouvertes, hein, les expositions, etc., etc. Donc c'était juste pour entrer dans le vif du sujet, le temps d'être connecté, parce que je viens de vous prendre de cours. Voilà, c'est pourquoi ça m'est d'elle, mais c'est pas d'elle, c'est Alassane. Merci, Hassan. Ok, merci beaucoup Alassane donc, pour cette intervention. Nous saluons également les collègues qui sont à Louga aussi. Donc je rappelle que nous avons déjà épuisé le temps qui nous avait été accordé. Donc on va essayer de terminer dans 5 minutes. Donc il y a Dia qui voulait reprendre la parole. Donc Mamadou Dia.
pouvez prendre la parole. Vous avez 1 minute. Désolé, désolé. J'ai voulu un peu répondre. Rebonjour à ceux qui nous ont pris un peu de cours, qui sont arrivés un peu en retard. J'aimerais juste répondre par rapport aux associations et autres, par rapport au Covid et sur le rôle que doivent jouer les bibliothèques. C'est vrai que la politique, elle est nationale. Elle est nationale, elle est menée depuis le haut sommet, le plus haut sommet. Mais on doit quand même sentir ce rôle de plaidoyer au niveau du COBES, ou bien que ce soit de l'ASPAT, que ce soit de toute autre structure. Il ne doit pas rester en rade. C'est vrai que tout le temps, on réagit tardivement. Il doit proposer des solutions en amont, en fait. Parce qu'il y a plein de services qui peuvent être faits dans ce cas, qui peuvent être un grand bénéfice pour la visibilité des bibliothèques et des bibliothécaires en particulier. Vous voyez. Donc, on ne doit pas être en reste. Surtout dans ce secteur et dans cette situation-là, où chacun essaie de tirer profit pour sa profession, pour son corps de métier. Vous voyez. On doit faire des recommandations, on doit créer peut-être une plateforme, dire, bon, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez lire des livres ici, chaque jour un livre, ou bien des trucs de ce genre. Ça, on ne va pas attendre l'État pour le faire. Je suis désolé. C'est des associations qui doivent booster nos bibliothèques publiques ou universitaires. Voilà, pour ça, on a le COBES qui est là, qui gère tout ce qui est enseignement supérieur, bibliothèque enseignement supérieur. On a l'ASPAR qui est un peu l'association des professionnels. Et voilà quoi, c'est à cet instant-là qu'on les attend. On ne les sent pas. Tout le temps, c'est en retard pour qu'on réagisse. Voilà, Hassan, merci pour cette dernière présentation. Merci, Dia. Donc, il y a également M. Antonin Benoît Diouf qui veut prendre la parole. Donc, Antonin, si vous m'entendez, vous pouvez activer votre micro. Antonin, allô? On ne vous entend pas, vous avez activé votre micro, mais on ne vous entend pas. Allô, Antonin, si vous nous entendez, vous pouvez parler, on ne vous entend pas à notre niveau. Certainement, c'est dû à un problème technique. Donc, peut-être si Nogaï peut clôturer avant. Oui, Antonin? Allô? Donc, Nogaï, vous pouvez reprendre la parole, essayer de clôturer s'il y a des points que vous voulez revenir, le temps qu'on revient sur Antonin. Attends, je peux donner un exemple? Oui. Nogaï, oui, vous avez la parole. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, Hassan. Quelqu'un? Est-ce que c'est Dia? Allô? Alors oui, non, je voulais juste rajouter un exemple par rapport à l'AFLIA, l'association africaine qui fait de très belles choses actuellement. Vous voyez, ils ont des plateformes, ils montrent aux bibliothécaires comment utiliser les outils de télétravail, etc., comment utiliser des ressources en ligne. Vous voyez. Donc, c'est sur des choses comme ça qu'on nous attend, quoi, en fait. Voilà, merci. Effectivement, Dia, merci. Nous avons également partagé des liens de l'AFLIA qui a également travaillé sur comment les bibliothécaires africains doivent sensibiliser les publics par rapport au Covid. Donc, peut-être vous n'étiez pas là au début. On peut parler de ça, de l'IFLA aussi et d'autres liens qu'on a partagés sur le chat. Donc, merci Dia pour ça. Et puis, Nogaï, vous avez la parole. Hassan, merci. Remercier tout le monde. On sort, c'est pourquoi j'avais dit que je n'avais pas l'intention de dresser un bilan de ce que fait l'Institut français. Ça n'aurait pas de sens. C'était juste, comment dire, titiller un tout petit peu les collègues, nous pousser à la réflexion de manière générale. Et je pense que ce qui a été fait. Maintenant, chacun prendra la chose comme il a envie de la prendre, mais on a une carte à jouer. Moi, je ne pense pas, et je le dis tout le temps aux collègues, on fait des choses, on fait de belles choses. J'ai la chance de travailler avec un réseau très dynamique, un réseau efficace et tout, mais aussi, il faudrait que cette première nous serve de leçon.
Il faudrait que cet événement-là nous serve de leçon pour voir un peu comment redéfinir, comment remodeler nos bibliothèques, en tout cas, pour que ça serve davantage à la population de manière générale. Donc, merci à tous les collègues. C'est pas évident de travailler depuis la maison. C'est très compliqué de se réveiller le matin quand il n'y a pas d'obligation pour le faire. Mais en tout cas, bon courage. Et pour finir, comme disait Insa, on a la chance d'avoir l'ASBAT. Et l'ASBAT regroupe des gens qui travaillent au niveau des ministères et autres. Donc, ils ont la possibilité de glaner un certain nombre d'informations. Partageons ces informations-là et peut-être on pourra mettre ça à la disposition du public de manière générale. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup, Nogueï. Donc,